bois. C'est impressionnant de vous voir comme ça, donc je bois d'abord. Voilà, donc le travail qui va vous être présenté donc, pendant cette matinale et effectivement la rédaction du Vadémécum que vous avez dans vos pochettes sont le fruit du travail en fait de ce groupe de travail dont Christine Lombard vous a parlé, intitulé Modularisation et bloc de compétences. Alors c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur ce sujet, modularisation, on a commencé à se poser un certain nombre de questions. Très rapidement, avec le prisme de la formation continue, on s'est dirigé plutôt vers la notion de bloc de compétences parce que très rapidement, y ont été associés les aspects liés au financement. Voilà. Donc ce groupe de travail s'est réuni en moyenne pendant une petite année. Il est constitué de 10 personnes qui se sont vues une fois par mois. Et le travail s'est fait en fait en lien avec l'expérimentation sur la licence RH. Notre travail a été en même temps d'essayer de comprendre ce qu'était cette notion de bloc de compétences. On avait très peu d'informations effectivement au démarrage. La loi, bien sûr, une définition du répertoire national des certifications, ce qui fait que le démarrage de ce groupe de travail a été un petit peu compliqué parce qu'on avait très peu de choses. Voilà. Notre première méthode de travail a été de commencer par définir un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'un module de formation? Qu'est-ce qu'une compétence? Qu'est-ce que la différence entre un module de formation et un bloc de compétences? L'articulation entre un DU et un bloc de compétences. Donc on a d'abord fait un gros travail de définition de toutes ces notions. Alors on s'est aussi, pour démarrer, aussi appuyé sur le travail qui a été fait par le réseau des IUT, puisque ce réseau s'est très rapidement approprié de cette problématique et ont lancé donc tout un chantier de description en fait, des spécialités de DUT en bloc de compétences. Ça a été pour nous une aide considérable parce qu'il y a eu une réflexion qui a été menée sur ce sujet-là et des premières bases, en fait, des premières pistes de ce que pouvait être ce bloc de compétences, quelles étaient les rubriques un petit peu descriptives de ces blocs de compétences. Voilà, donc un petit peu la façon dont on a commencé à travailler sur ce travail, à travailler sur ce domaine, je veux dire. Et puis, en même temps que Anne et son équipe s'investissaient aussi sur ce sujet et les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer, les avancées. Donc tout ça a fait que les choses petit à petit ont pu se mettre en place par cet enrichissement mutuel. Voilà, donc avant de commencer, on souhaitait vous faire quelques rappels, parce que peut-être que dans la salle, ce n'est pas connu forcément par tout le monde, d'un certain nombre de données. On va un petit peu reparler aussi du CPF et notamment du RNCP. Donc le RNCP est donc le répertoire national des certifications professionnelles. On vous parle du RNCP parce que les blocs de compétences seront bien sûr inscrits au RNCP. Aujourd'hui, le RNCP, c'est vraiment la référence nationale de l'offre de formation française. Donc ce RNCP a été créé en 2002 sous la tutelle du ministère en charge des formations professionnelles. Et vous savez bien que dans le RNCP sont enregistrées les fiches RNCP que vous avez eu l'habitude les uns et les autres de faire dans les précédentes habilitations. On va en reparler un tout petit peu puisque cette année, dans le cadre de la nouvelle nomenclature de l'offre de formation et de la nouvelle accréditation, vous savez bien que vous n'avez pas rédigé de fiche RNCP. Voilà, mais bon, aujourd'hui, en tous les cas, au RNCP, il y a l'habilitation, pour ce qui concerne l'Université de Rennes, en tous les cas, il y a les fiches RNCP de notre actuelle habilitation. En fait, ce qui fait la différence aussi par rapport à une description de formation, au RNCP, les fiches RNCP décrivent un diplôme, un titre, qui devient donc une certification en termes d'activité et de compétences. Voilà. C'est ce qui fait un petit peu la différence et ce qui fait que les diplômes qui sont inscrits au RNCP deviennent donc des certifications, notamment parce qu'elles sont décrites en ces termes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les diplômes LMD sont de fait au RNCP. Voilà, c'est une des chances de notre offre de formation.
Il faut savoir pour autant que c'est le SFC qui fait la démarche d'enregistrement au RNCP de ces fiches, et on l'a fait aussi pour ses premiers blocs de compétences, et on le fera aussi pour les autres. Alors, le RNCP est donc utile pour qui, en fait? Des entreprises, effectivement, quand elles cherchent une formation, qu'elle soit diplômante ou qualifiante, pourront aller consulter le RNCP, bien que ce ne soit pas toujours facile de se repérer sur le site du RNCP. Pour autant, voilà, certaines entreprises pourront aller chercher un petit peu l'intégralité de l'offre de formation sur ce RNCP. Il faut savoir que le RNCP est aussi vraiment la base et la source pour nos financeurs. Les financeurs qui sont les OPCA, ces organismes paritaires collecteurs agréés, quand par exemple ils doivent financer une formation, quand ils doivent accepter le financement pour un contrat de professionnalisation, vont nous demander à nous systématiquement la fiche RNCP, puisque pour eux c'est la référence. Donc pas d'enregistrement RNCP, pas de contrat de formation possible, et c'est exactement la même chose pour le bloc de compétences. Les blocs de compétences qui ne seront pas enregistrés au RNCP ne peuvent pas être financés, en tous les cas dans le cadre du compte personnel de formation. Un petit mot peut-être concernant l'évolution qu'il y a actuellement pour les fiches RNCP. Sans doute le savez-vous, puisque vous n'avez pas fait les fiches RNCP dans le cadre de cette nouvelle accréditation. Le ministère donc, a lancé un chantier important d'écriture en fait, des fiches RNCP dans le cadre de la nouvelle nomenclature. Donc les fiches RNCP des licences générales ont déjà été écrites par la DGSIP, enregistrées au RNCP, donc remplacer nos anciennes fiches licences. Les fiches RNCP des licences professionnelles sont en cours de rédaction par la DGSIP. Normalement, elles auraient dû être publiées déjà depuis quelques mois. Bon, malheureusement, c'est un gros travail. Donc, on a eu l'information récemment nous indiquant que ces fiches seraient prêtes, nous l'espérons, au mois d'octobre. Et les fiches RNCP des masters, donc de toutes ces mentions de master, sont en cours de rédaction actuellement au sein d'une master chaîne qui met en travail les communes. C'est ce qu'a souhaité la DGSIP, que ces fiches nationales des mentions puissent être faites avec un certain nombre d'interlocuteurs. Alors, en complément de ce que disait Christine Lombard tout à l'heure, alors certes, cette loi change énormément les choses. Pour autant, il y a une loi aussi qui a été très très importante, qu'on connaît tous. C'est donc cette loi de 2002, dite la loi de modernisation sociale. Pourquoi, en tous les cas, en souhaitant parler ici dans tout ce dispositif autour de la compétence et des blocs de compétences, eh bien, cette loi donc, a mis en place par décret la VAE. Et en tous les cas, pour ce qui concerne le public de formation continue, le service de formation continue, eh bien, on va dire que c'est à partir de ce moment-là que la notion de compétence, bien sûr, même si elle existait avant, cette notion de compétence est devenue très très prégnante, notamment pour les jurys de VAE, qui très rapidement ont eu besoin d'avoir une écriture des diplômes autrement. Et ça a été le travail à l'époque du réseau Réunivacat qui a écrit donc ces fiches interface compétences décrivant les compétences des personnes au regard des diplômes et qui a été particulièrement aidant par les jurys de VAE. Et cette loi de 2014 donc, va maintenant plus loin, puisqu'on est dans cette approche de bloc de compétences qui a donc pour objectif d'organiser en fait toutes ces compétences qui ont été identifiées ou qui vont devoir être identifiées si on souhaite créer un bloc de compétences. Voilà, donc cette évolution en fait par ces deux lois vraiment importantes pour cette notion de compétence vont dans le sens de ce travail qui est à faire de description des compétences. Voilà, alors on a voulu redonner une définition de la compétence, même si vous la connaissez. Alors on a choisi cette définition de Guy Le Boterf, qui est professeur associé à l'université de Sherbrooke. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que vous le savez, et quand on écrit une fiche compétence ou dans le travail qui a été fait par Karine et Anne, une compétence, ça se décrit toujours en verbe d'action. Alors c'est toujours un petit peu embêtant quand on fait une fiche RNCP ou quand on veut décrire les choses, c'est que
il y a un codage. Et la compétence, elle est indissociable de l'action. Voilà, donc c'est la première chose à se rappeler quand vous devrez écrire vos blocs de compétences, c'est de les écrire sous forme de verbe. Les compétences devront être écrites sous forme de verbe d'action. Voilà. Donc si on reprend un petit peu cette définition qui est somme toute quand même assez claire et assez riche, hein, bon, la compétence c'est quoi? Ce sont bien sûr d'abord des connaissances ou des savoirs, au terme, dans le sens disciplinaire du terme. Ce sont des savoir-faire, y compris ce qu'on appelle les savoir-faire cognitifs, qui sont l'ensemble des compétences liées à l'apprentissage, que ce soit le traitement de l'information, le raisonnement, la mémoire, la mise en relation des choses les unes avec les autres. Ce sont ça les savoir-faire cognitifs. Il y a bien sûr tout ce qui est le savoir-être, les aptitudes ou les qualités personnelles, et puis la mobilisation des ressources de l'environnement de la personne qui vont lui permettre de développer ses compétences, donc notamment tout ce qui est autour des réseaux, donc les réseaux d'information, les réseaux relationnels, les réseaux d'experts, les réseaux informatiques, donc il y a beaucoup de réseaux, et la mobilisation de tous ces réseaux rend riche la compétence et la développe, et puis l'expérience, nous on le connaît bien dans le domaine de la formation continue avec nos publics, et notamment dans toutes ces démarches de VAE. Voilà. Donc pour résumer, on peut dire que la compétence réelle des personnes, voilà, c'est la manière de s'y prendre, bien sûr, dans un contexte précis. Voilà ce qu'on peut dire sur cette définition de la compétence qui est importante quand on travaille sur ce sujet. Voilà. Mais on ne l'a pas inventé, c'était bien sûr déjà réfléchi par plein d'autres personnes. Alors on souhaitait aussi, peut-être pour certains pour lesquels tout n'est pas forcément bien connu, faire un rappel sur le CPF, ce compte personnel de formation qui a été créé dans la loi de 2014 en même temps que les blocs de compétences. Donc c'est un dispositif bien sûr financier. Et ces 3 listes, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc le compte personnel de formation, c'est un créditeur en fait. C'est un créditeur que chacun va posséder, qui est utilisable pour toute personne tout au long de sa vie active. Alors c'est un petit peu ce qui change par rapport à d'autres dispositifs qui pouvaient exister auparavant. Peut-être que vous connaissez notamment ce qui était avant le DIF, le droit individuel à la formation. Ce compte personnel de formation a vraiment pour objectif de permettre à la personne tout au long de sa vie professionnelle de pouvoir acquérir des compétences au travers d'une formation. Certaines fois, ça sera pourquoi pas en suivant un diplôme, d'autres fois pourquoi pas en suivant ou en acquérant les compétences du bloc de compétences. Et ça pourra se faire aussi par une démarche de VAE, parce que la formation tout au long de la vie, c'est aussi bien sûr la VAE. Et voilà, avec ce compte personnel de formation qui est attaché à la personne, que la personne pourra donc activer au travers mon compte personnel de formation. D'ailleurs, je vous invite à, si vous voulez, aller sur ce lien Internet pour vous-même créer votre compte personnel de formation, si vous ne l'avez pas fait, parce que tout le monde, aujourd'hui, doit créer son compte personnel de formation, y compris voilà, quand on est fonctionnaire. Et c'est grâce à ce dispositif que voilà, ce sera facilitant de pouvoir obtenir des financements de sa formation. Alors, il y a d'autres façons de financer une formation. Pour autant, la mobilisation de ce compte personnel de formation, c'est un peu un point de départ. Et ça facilitera l'ensemble des autres dispositifs de financement d'une formation. Alors, très récemment, donc, depuis la loi travail, ce compte personnel de formation a été intégré dans le compte personnel d'activité dont vous avez dû entendre parler, puisqu'il y a eu pas mal de petits spots à la télévision concernant ce compte personnel d'activité. Ce compte personnel d'activité comprend aussi, en plus du compte personnel de formation, donc le compte personnel de prévention de la pénibilité et puis le compte d'engagement citoyen. Et ces 2 comptes vont permettre à la personne de pouvoir acquérir un créditeur supplémentaire de formation, donc en fait une monétarisation aussi des moyens pour pouvoir financer une formation. Parce que, on va passer la diapo d'après si tu veux bien. Voilà. On a fait un petit schéma pour vous montrer de façon un peu plus synthétique et schématique ce que pouvait être ce compte personnel de formation. Donc les heures en fait que la personne va acquérir sont liées au contrat de travail.
Voilà, donc la personne va acquérir au prorata de son temps de travail, qu'elle soit en CDI, en CDD, en contrat unique d'insertion ou même en contrat d'alternance, ce qui est quand même très intéressant pour les jeunes diplômés. Ils vont déjà commencer à acquérir ces heures de leur compte personnel de formation. Et elles vont acquérir donc chaque année, les 5 premières années, 24 heures, puis les 3 années suivantes, 12 heures, pour arriver à un total, au bout de 7 ans et demi environ, de 150 heures de crédits d'heures de formation, qui pourront bien sûr permettre de financer aussi un bloc de compétences. Alors, vous voyez bien que ces heures du compte personnel de formation ne seront pas forcément nécessaires, par exemple si la personne veut suivre l'intégralité d'un diplôme. Pour autant, ça montre tout l'intérêt que ça peut avoir dans le cadre d'un bloc de compétences qui correspond à un volume horaire moins important. Il faut savoir que quand la personne aura consommé ces 150 heures de crédit d'heures de formation, bien sûr, ça va se renouveler tout au long de sa vie professionnelle, ce qui permettra de sécuriser les parcours professionnels de toutes ces personnes, qu'elles soient aussi bien salariées que personnes en recherche d'emploi. Parce que tant pour acquérir ces heures, il faut donc être en activité, puisque c'est lié au contrat, tant la mobilisation de ces heures peut être faite dans différents types de statuts. Alors, quelque chose qui est venu rajouter de la complexité dans tous ces financements et qui est importante aussi de comprendre, c'est compliqué pour tout le monde et ça embête un petit peu tout le monde. Pour autant, c'est la réalité d'aujourd'hui et nous, dans les services de formation continue, c'est notre quotidien. Voilà, la personne, pour financer son bloc de compétences ou pour financer sa formation, pourra, si elle le peut, donc mobiliser ses heures de crédit personnel de formation. Pour autant, ce qui complexifie les choses, c'est que pour mobiliser ces heures de crédit formation, eh bien, il faut en quelque sorte qu'elles aient eu un agrément préalable des branches professionnelles. Voilà. C'était déjà bien compliqué avant, ça l'est encore plus maintenant. Et la concrétisation de cet agrément, ça passe par des listes et des numéros CPF qui vont être attribués donc aux formations, qui seront aussi attribués au bloc de compétences. Donc, pour faire simple, il y a 3 niveaux de liste. Il y a une liste nationale, qui s'appelle donc la liste nationale interprofessionnelle, la LNI. Cette liste-là, si la personne, quand elle veut mobiliser ses heures, si la formation est inscrite sur ces listes-là, que la personne soit salariée ou demandeur d'emploi, bien pour elle, c'est le sésame, elle aura la possibilité de mobiliser ses heures de compte personnel de formation. Il y a une deuxième liste, qui est donc la liste des branches professionnelles. Celle-ci, elle a aussi tout son intérêt, bien évidemment. Pour autant, elle ne permet de financer les formations que pour les salariés de la branche professionnelle. Donc, si la formation est uniquement sur une liste de branche professionnelle, eh bien la personne qui sera demandeur d'emploi ne pourra pas bénéficier et mobiliser son CPF. Et enfin, la troisième liste, sur laquelle on a un petit peu plus d'impact, parce qu'on connaît les personnes du COPAREF, qui est cet organisme qui la pilote, eh bien, donne des agréments aussi bien pour les personnes qui sont salariées que pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, mais pour les personnes qui vivent donc dans le COPAREF de la région en question. Donc, il y a un COPAREF Bretagne, il y a un COPAREF Pays de la Loire, il y a un COPAREF de chaque région. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le système est très complexe et ça a été aussi la raison pour laquelle, dans cette loi qui a créé les blocs de compétences, on a tout de suite vu, nous, le fait que, eh bien, on pouvait faire tout ça, mais que ce ne serait pas vain, parce que à partir du moment où les blocs de compétences seraient reconnus sur ces listes, eh bien, voilà, les personnes pourraient s'en emparer parce qu'elles pourraient avoir un financement. Voilà, donc on va un petit peu plus rentrer dans ce que sont les blocs de compétences. Alors on a commencé à travailler, nous, avec cette simple définition du RNCP, dont il a fallu comprendre un petit peu le sens. Bon, il y avait très très peu de choses au démarrage. Voilà. Donc le RNCP décrit comme ça les blocs de compétences. Ils se définissent donc comme des éléments identifiés d'une certification professionnelle, s'entendant comme un ensemble homogène et cohérent de compétences. Voilà. Donc, élément identifié d'une certification, ça veut dire déjà,
on n'est pas allé plus loin, parce que c'est vrai que dans un premier temps, on a réfléchi à bloc de compétences extrait d'un diplôme, issu d'un diplôme. On sait qu'on peut créer des blocs de compétences issus de plusieurs diplômes, ou qu'on peut aussi créer des blocs de compétences sans être issus de diplômes. Pour l'instant, nous, pour l'approche qui nous intéresse et le démarrage de cette opération, voilà. Un bloc de compétences est un élément identifié d'une certification professionnelle. Donc un diplôme, c'est une certification professionnelle, encore plus quand elle est enregistrée au RNCP. C'est donc un ensemble homogène et cohérent de compétences. Alors homogène, on a un petit peu cherché le sens des choses. Et en fait, ce que dit le RNCP, qui est ce sésame et cette porte d'entrée, à la différence d'un diplôme qui va permettre à la personne d'acquérir voilà, son diplôme en compensant par exemple certaines notes plus faibles dans une matière par d'autres plus élevées dans une autre matière, l'objectif en fait et la visée d'un bloc de compétences et d'une certification, c'est bien que la compétence soit homogène. Donc le bloc de compétences sera évalué, on en reparlera bien sûr tout à l'heure. Voilà ce que ça veut dire homogène, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une vue globale de l'acquisition globale des compétences et cohérent bien évidemment. Mot-clé concernant aussi les blocs de compétences et toute la notion d'évaluation, on en reparlera aussi, hein, puisqu'un bloc de compétences doit faire l'objet de modalités spécifiques d'évaluation qui doivent être validées et tracées. Aujourd'hui, puisqu'on a déjà non seulement pour cette licence, mais d'autres projets de blocs de compétences qui sont en cours, ils devront être tracés dans notre système d'information à nous de l'université. Aujourd'hui, par exemple, Apogée n'est pas prêt pour enregistrer des blocs de compétences. Bien évidemment, les choses sont en cours au niveau de l'AMU pour que la façon de les enregistrer, bien sûr, puisse être faite de façon très rapide. Mais vous voyez, ça modifie considérablement les choses parce que, bien sûr, cette certification doit être tracée. Pourquoi ? Puisque ces blocs de compétences sont capitalisables à vie et qui permettront à la personne aujourd'hui d'avoir un bloc de compétences, pourquoi pas demain d'en acquérir un nouveau et de terminer son parcours de formation par une démarche de VAE ou par refaire autre chose. Voilà. Donc il faut qu'on garde, nous, au sein de l'université, toute cette capitalisation de ces parcours de formation. Les compétences d'un bloc donc, permettent d'exercer une activité à part entière. Voilà. Donc, quand on prend l'exemple de coordonner l'encadrement des relations juridiques du travail dans l'entreprise, eh bien, ce bloc permet à la personne, de façon indépendante du reste des compétences du diplôme, de pouvoir exercer une activité à part entière. Quand on enregistre un bloc de compétences sur le site du RNCP, le RNCP ne va pas dire votre bloc, il a du sens, il est valable. Le RNCP ne regardera pas ça. Il pense que c'est rattaché à la responsabilité de l'établissement certificateur qui va enregistrer ce bloc. Pour autant, le RNCP va bien regarder s'il y a de la cohérence, si les choses sont bien décrites en termes d'activité, de compétences et si le tout présente une homogénéité. Voilà. Donc, l'idée, c'est que dans l'intitulé du bloc de compétences, il est important, l'intitulé du bloc est important et doit permettre à la personne d'exercer cette activité à part entière. Voilà. Comme je vous le disais, donc, ces blocs peuvent être spécifiques à une certification ou communs à plusieurs certifications. Pour l'instant, on a commencé modestement par les mettre en place au sein d'une seule certification, mais tout est possible à l'avenir. Alors, juste pour terminer, avant de passer la parole à Anne, qui va continuer. Alors, c'est un petit peu aussi dit dans vos vadémécum. Voilà. Un bloc de compétences ne se confond pas avec un module de formation. C'est-à-dire que le module de formation, bon, le diplôme, hein, le module de formation, c'est le processus en fait, d'apprentissage, voilà, qui permet à la personne de l'acquisition de ses compétences. Pourquoi aussi on a vraiment fortement investi la démarche et les investigations, c'est qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas précédemment, aujourd'hui, ils ne sont plus finançables, ces modules de formation. Voilà. Un bloc de compétences, donc le module, on va dire la formation, c'est le processus pédagogique d'apprentissage. Le bloc de compétences, c'est la certification.
d'une certaine façon, c'est la preuve, parce qu'il faut, en tous les cas, ou la reconnaissance par les branches professionnelles que les compétences sont acquises, et ça permet donc de délivrer cette certification, identifiant et définissant les compétences. Donc c'est important de bien comprendre qu'un module en lui-même, voilà, c'est pas une certification, mais ça peut pas être un bloc de compétences. Et puis en plus, un bloc de compétences agrège des compétences les unes avec les autres, donc les choses sont un petit peu différentes. Voilà, mais on pourra aussi parler de ces aspects-là. Merci Fabienne. Donc ce qui est très important par la suite, c'est que dans le cadre de notre groupe de travail, on se posait beaucoup de questions sur la mise en place et la création de ces blocs de compétences. Et nous avons donc reçu en janvier une note de Simone Bonafous, de la DGSIP, qui précisait justement le principe des blocs de compétences dans l'enseignement supérieur. Et il est vrai que cette note nous a permis quand même on va dire, de finaliser un certain nombre de questions, nous a conforté et très clairement nous permet aujourd'hui de vous apporter une réponse assez précise sur ce que seront les blocs de compétences dans l'enseignement supérieur. Donc ce qui est important de savoir, et ça c'est un point essentiel, c'est que les blocs de compétences consistent à déterminer des parties de certification dont la somme doit permettre l'acquisition d'un diplôme, non pas automatiquement par sommation des parties, mais bien par validation d'un jury terminal garant d'un niveau de certification. Donc très clairement, ça c'est une question qu'on s'est beaucoup posée lorsqu'on travaillait sur l'expérimentation de la licence de l'IUT, c'était de se dire est-ce que les blocs de compétences doivent couvrir déjà l'ensemble de la formation. Là très clairement, grâce à cette note, on a bien compris que ce n'était pas une obligation. Pour autant, et ça on reviendra dessus lorsqu'on fera la table ronde, on sait très bien que les personnes qui viennent vers nous dans le cadre de ces blocs de compétences sont intéressées, pour beaucoup, par le diplôme. Donc très clairement, s'ils veulent obtenir le diplôme après avoir suivi des blocs de compétences, ils devront passer devant un jury. Et ça, c'est très important que nous, dans notre propre organisation pédagogique, on le sache. Alors, même chose, cette note, elle nous précise d'autres éléments très importants, des questions qui nous sont souvent formulées. Déjà d'une, un bloc de compétences n'est pas formalisé par un nombre d'heures ou un nombre de CTS d'emblée. Ça, c'est aussi un point que l'on voulait vraiment souligner auprès de vous, et que ce choix relève bien de la décision des équipes pédagogiques, donc au regard des choix stratégiques que l'on peut avoir par rapport à sa propre formation, et puis également par rapport à un contexte de bloc, de validation de bloc. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Deuxième point, et souvent c'est une question assez récurrente, un bloc de compétences ne correspond pas forcément à une unité d'enseignement. Ça a été pareil, ça fait vraiment l'objet de nombreux échanges entre nous, se dire est-ce qu'une unité d'enseignement correspond à un bloc de compétences? Pas forcément. Pour autant, et ça je pense qu'on en reparlera également lors de la table ronde, les personnes qui créeraient de nouveaux diplômes, ça peut quand même être intéressant d'avoir ce regard, de se dire lorsque je vais créer ma formation, pourquoi pas, s'il y a un réel intérêt pour cette formation à créer des blocs de compétences, peut-être à commencer à organiser les enseignements, ces UE, par rapport aux blocs de compétences visés. Donc, ce qui est aussi important, c'est que c'est toujours les équipes pédagogiques qui prennent la décision de créer certains blocs de compétences. Et ça, ce qui nous a aussi conforté par rapport à cette note, c'est que cette note montrait bien comme une certaine souplesse du dispositif. Je pense, Fabienne, tu seras d'accord avec moi. Effectivement, il y a un cadre qui est celui du RNCP, comme elle vous l'a expliqué, Fabienne, mais pour autant, en tant que responsable pédagogique, vous avez quand même une certaine latitude pour créer ces blocs de compétences. Alors, dans le cadre en fait, du groupe de travail, forcément, une question qui est souvent revenue, c'était de se dire est-ce qu'il faut créer des blocs de compétences pour toutes les formations? On ne pense pas, comme le disait Madame Lombard, je ne pense pas que ce soit la vocation de ce texte. On sait que, et on pense en tout cas, peut-être que dans 2 ans on n'aura pas tout à fait le même discours, mais on sait qu'il y a certaines formations qui seraient à privilégier. Donc, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de formations dans le de l'université de Rennes qui sont souvent demandées dans le cadre de la VAE. Donc probablement qu'on peut déjà regarder par rapport à ça
Si vous êtes responsable d'une formation où il y a beaucoup de demandes de VAE, c'est que potentiellement il y a un réel besoin par rapport à ce marché. Les autres formations que l'on peut aussi privilégier sont les formations dites professionnalisantes. Elles répondent déjà à un besoin bien spécifique. Donc là encore, c'est une piste à explorer. Fabienne le disait, les IUT se sont aussi rentrés assez rapidement dans cette logique de bloc de compétences. Donc les DUT, il y a déjà eu tout un travail de fait sur l'écriture de blocs de compétences. Donc les DUT sont effectivement une première source, les licences professionnelles. Et puis également, et ça c'est important parce que c'est assez présent, si je ne m'abuse, il y a un certain nombre de DU qui sont des parties intégrées de master. Et là, on pense également qu'il y a une piste intéressante à explorer. Les formations déjà inscrites au CPF, par rapport à ce que vous avez dit Fabienne, ça coule de source. Alors, là également, je pense qu'on reviendra sur cet aspect-là après, les formations qui sont déjà en alternance ou en groupe spécifique FC, modularisées dans leur emploi du temps. Et ça, c'est important. Là, on voit bien dans le cadre de l'expérimentation de l'IUT qu'on est en pleine phase de mise en application, mise en œuvre de ces blocs. Et très clairement, quand une formation est déjà bien modularisée dans le cadre de son emploi du temps, c'est un petit peu plus facile. Et puis, dernier point, on a aussi, parmi l'offre de formation de Rennes, des diplômes qui suscitent des demandes de formation courtes ou ponctuelles. Et ça, pareil, je pense que ça, on pense vraiment au sein du groupe de travail que c'est des formations qui peuvent être privilégiées pour créer des blocs de compétences. Alors, ce qui était aussi important lorsqu'on a voulu créer cette matinale, c'était qu'on ait un retour d'expérimentation. Donc, comme on vous l'a dit, la première expérimentation, mais qui n'est pas la seule aujourd'hui, a été menée sur la MPCRH de l'IUT de Rennes, donc menée par Anne Moisan-Loisel et ses équipes. Alors, ça a fait l'objet en fait de nombreux échanges entre nous. Donc, ce qui nous a semblé intéressant, c'était d'organiser par la suite de notre présentation cette table ronde où les acteurs en fait qui ont été sollicités pour la création de ces 3 blocs vont témoigner. Alors, tant sur la dimension pédagogique, l'ingénierie pédagogique, la dimension professionnelle, et puis derrière également le travail de collaboration qu'il peut y avoir entre les composantes, les enseignants et le SFC. Donc, pour cette licence professionnelle, on a décliné 3 blocs de compétences qui sont aujourd'hui, à notre sens, les compétences phares de ce diplôme. Donc, le bloc 1, préparer et réaliser la paye. Donc, quand Fabienne vous disait, on parle pour bien décrire les compétences, on utilise bien des verbes d'action. Bon, là, on est clairement sur l'utilisation de ces verbes d'action. Le bloc 2, c'est coordonner l'encadrement des relations juridiques du travail dans l'entreprise. Et le dernier bloc, contribuer au contrôle de gestion sociale et au pilotage social. Donc vous retrouverez en fait dans les pochettes que l'on vous a donné la présentation de ces 3 blocs. Là, justement, on en a mis un. On vous en a mis une à l'écran. Donc ça, ce sont les premières, on va dire, documentations à destination des stagiaires ou des candidats. Donc ça nous semblait très important de préciser un certain nombre de choses. Là, déjà d'une, le rattachement du bloc de compétences, à quelle formation, le numéro RNCP de cette même formation, les codes CPF pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi. Enfin, c'est vraiment important et on le voit bien nous, au travers des différents premiers contacts que l'on a, ce sont les éléments incontournables. C'est un salarié qui veut monter un dossier pour suivre un bloc de compétences, de toute façon, il a besoin de tous ces éléments-là. On parle beaucoup de compétences sur ce document, par la force des choses, et on se rend compte aussi que ça rassure énormément les candidats. Madame Amiche le disait, nos étudiants ont parfois besoin d'être rassurés sur les compétences qu'ils vont acquérir lors de la formation. C'est la même chose en fait pour les salariés. S'ils viennent vers nous, c'est qu'ils viennent bien pour des compétences bien précises. Et là, donc, ce qu'on a voulu faire sur la plaquette de formation, c'était bien de les préciser dès le début. Donc pour terminer cette présentation, en fait, on vous a remis à tous un petit dossier. Dans ce même dossier, en fait, il y a un certain nombre d'éléments. Donc
Il y a le Vademecum, donc j'en reviendrai peut-être dessus juste à la fin. Il y a la note ministérielle de la DGSIP, cette note qui nous a vraiment permis d'avoir un certain nombre de réponses précises et qui est un véritable outil qui est très précieux pour nous. Et puis les plaquettes des blocs de compétences de la LPCRH. Pour le Vademecum, on va peut-être rapidement présenter ce que c'est. Donc le Vademecum, c'est vraiment le fruit du travail, du groupe de travail. Donc ce document est à destination de l'ensemble de la communauté, de l'université. Ça va vraiment vous reprendre tous les éléments qui sont importants à prendre en compte lorsque vous voulez rentrer dans une démarche de création d'un bloc de compétences. Et notamment au milieu, il y a une partie qui est sous forme de logigramme sur le rôle de tous et chacun, l'articulation qu'il peut y avoir entre nous, au SFC, les enseignants, les professionnels qu'il faut également solliciter lorsqu'on se lance justement dans cette démarche de création de blocs de compétences. Donc on vous remercie de votre attention. On va maintenant passer en fait à notre table ronde. Alors volontairement, en fait, on n'a pas voulu présenter en détail l'expérimentation de l'IUT de Rennes. Il nous a semblé plus intéressant et enrichissant d'organiser cette table ronde avec tous les acteurs qui ont travaillé sur l'année dernière, en fait, sur la création de ces blocs. Donc, on vous remercie à toutes d'être venues témoigner. Voilà. Merci.